RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 13 d'After Paris. Vous le savez, à retrouver en podcast, à retrouver également la télé sur After Foot Télé et sur YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et bien évidemment à nous faire des petits commentaires comme ça. On adore ça avec Jimmy Brown qui est de retour dans After Paris. Salut Jimmy. Salut François, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tu as loupé un très bel épisode sur le Mercato. Je sais, voilà. j'ai rattrapé. Voilà, c'est bien. Excellent. Julia Taxi, c'est là. Salut Julia. Salut François, salut l'After Paris. Vous savez qu'After Paris, c'est l'émission de ceux qui n'ont pas oublié Hugo Léal et Renato Sanchez, notamment. Ouais. Vous l'avez pas oublié. C'est pas les deux plus inoubliables. Hugo Léal, buteur en finale de Coupe de France, Renato Sanchez, on n'a pas vu grand chose. Pourquoi j'en parle? Parce que ce sont des milieux de terrain, parce qu'ils sont aussi portugais, comme certains Vitinha ou Neves. On va parler de ce milieu de terrain magique du PSG en ajoutant Ruiz, évidemment, avec une légende qui est avec nous dans cet épisode. Il a joué 253 matchs avec le PSG entre 92 et 98, 24 buts marqués, dont certains mythiques. On s'en souvient notamment contre le Barça en Ligue des Champions. Vincent Guérin est avec nous. Salut Vincent. Salut à tous, ça va bien, la forme? Ça va bien, quand on est avec une légende comme Vincent. On est ravis, on Salut est comme Vincent. des gosses avec Julien, on est très content d'avoir Vincent avec nous. On a le COP là d'After Paris, Vincent, qui effectivement se souvient notamment de ce but contre ce le Barça. but en quart de finale 95 face au Barça. Inoubliable. La joie derrière en plus, bien sûr. Vincent Guérin. Pour les plus jeunes, il faut se refaire vraiment la vidéo, ça se retrouve facilement sur YouTube. Ah bah bien sûr. Avec le commentaire de Jean-Michel Larquet qui est magnifique, il est né juste derrière la tribune, c'est incroyable. Pour tous ceux qui osent dire que le PSG n'existait pas avant le Qatar, il faut se replonger dans ces archives. Ah oui, complètement. Voilà. En tout cas, Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des milieux de terrain du PSG et donc de ce trio magique, le trio énervé, Neves, Ruiz, Vitinha, meilleur milieu de terrain de l'histoire du PSG. On va se poser la question. C'est vrai qu'il y a forcément de la concurrence. Il y a la période Vincent Guérin, il y a l'époque aussi Motta, Matuidi et Verratti. N'hésitez pas dans vos commentaires à voter dès maintenant. Mais d'abord, si on en parle, c'est parce que ces trois-là ont brillé, Vitinha, Neves et Ruiz, lors de cette fenêtre internationale. Ils étaient tous les trois titulaires avec leur sélection pour les deux matchs. Le Portugal s'est qualifié, l'Espagne également. Neves et Vitinha qui ont joué les deux matchs du Portugal, avec Neves notamment auteur d'un triplé contre l'Arménie, dont un superbe coup franc, vous l'avez vu. Mais les trois sont fous, les trois sont dingues. C'est comme son triplé contre Toulouse. Mais que des buts de fou, Joao Neves. On va en parler de Joao Neves. Ruiz, titulaire pour les deux matchs avec l'Espagne, passeur décisif contre la Géorgie. Bref, ils reviennent en pleine forme, au bon moment. On n'a pas pu les voir beaucoup en ce début de saison, puisqu'ils n'ont joué que 4 fois. Ils n'ont été plus exactement titulaires en même temps que 4 fois sur les 17 matchs du PSG cette saison, pour 4 victoires. Il y a eu Lyon la dernière, le 3-2 juste avant la trêve, avec Neves buteur, Vitinha double passeur. Contre l'Atalanta en Ligue des Champions, une victoire 4-0. Contre Toulouse, la victoire 6-3 avec un triplé de Neves. Et puis contre Angers, c'était lors de la deuxième journée, la victoire 1-0 avec un but de Fabian Ruiz. Très important, on le sait, on est d'accord, mais on n'a peut-être pas vu, et après je donnerai la parole évidemment à Vincent pour savoir qui est son préféré des trois et puis qu'est-ce qu'il pense de ce trio, mais on n'a peut-être pas vu encore le milieu de terrain du PSG version saison dernière. Ils ne sont pas encore évidemment au top niveau parce qu'ils doivent se remettre de blessures. Je pense à Neves, à Ruiz. Ah oui, on est bien d'accord. Évidemment qu'ils n'ont pas encore atteint leur pic de forme, et c'est limite rassurant parce que c'est pas maintenant qu'on a le plus besoin d'eux. Pour autant, à chaque fois, c'est quand même révélateur la stat que tu as donnée là, parce que c'est un PSG qui était avec beaucoup d'absents depuis le début de saison, et t'as une espèce d'assurance touriste, quoi. Quand tu sais que quand tu as les trois au milieu de terrain, tu pars quand même avec un gros avantage, parce qu'ils sont. Et en fait, Luis Enrique a réussi à créer une formule où ils se connaissent tellement bien, où ils ont une telle complémentarité, les trois. C'est au-delà de leur qualité individuelle, chacun des trois sont de très très bons joueurs. Moi, j'ai une faiblesse particulière pour Joao Neves, mais les trois sont très forts. Leur complémentarité, le fait qu'ils soient interchangeables aussi, tu vois, ils peuvent au cours d'un même match changer de position, etc. Et c'est eux qui sont garants de l'équilibre. Enfin, c'est le cerveau de l'équipe de Luis Enrique, ce milieu de terrain là. Donc oui, c'est normal qu'ils soient pas encore au top, et je pense qu'une fois qu'ils vont monter en puissance, il faut espérer surtout qu'ils soient préservés par les grosses blessures. Eux, pour l'instant, ça a été. Neves a quand même manqué pas mal. Oui, Ruiz aussi. On espère qu'ils ont mangé leur pain noir et que maintenant ils vont être tranquilles.
Parce qu'effectivement, avec eux, tu peux voyager. Ouais. Non, mais de fait, oui, on n'a pas vu la quintessence du trio qu'on avait vu au printemps. Il y a Vitinha qui est là, qui est quasiment toujours là, et qui, alors lui, a un niveau. Troisième joueur le plus utilisé par. Voilà, je pense que c'est le meilleur individuellement et celui qui reste vraiment à un top niveau quasiment tous les matchs. Et puis, de fait, on a beaucoup moins vu. Alors, João Neves, on le voit de plus en plus et il marque à chaque match. Donc, on se dit que ça y est, on est sur le bon chemin. Je pense que Fabian Ruiz aussi a besoin d'un enchaînement et d'accumulation de matchs de par son profil pour revenir au niveau du printemps. Voilà, le meilleur est à venir et à revoir finalement pour ce trio-là. Vincent Guérin qui est avec nous. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans ce trio ? Ce qui est bien, ce qu'a dit un des collègues là, c'est que c'est leur complémentarité. Ils sont capables de jouer à n'importe quelle position. Ils sont interchangeables et ça, c'est une grande force de pouvoir se transformer, quelle que soit la zone de terrain, soit en contre-presseur ou en organisateur de jeu. Donc, ça, c'est une vraie force, c'est ce qui les caractérise, les trois, même si après, je vais peut-être devancer les questions suivantes, mais je pense que le plus influent pour moi est quand même Vitinha. Ouais. Parce que il a pris une nouvelle dimension en étant quand même plus décisif, en marquant des buts, en étant passeur, ce qui était moins le cas quand il est arrivé au club mais dans sa progression, on a vu justement un jeu qui s'est un peu agrandi au niveau de sa panoplie et ça c'est très très intéressant. Et je pense que le Bayern justement, a mis un petit peu Kimmich dans la zone de Vitinha. Sur le match de Ligue des Champions et ce qui a influencé grandement le jeu un petit peu de la première mi-temps du Paris Saint-Germain qui n'a pas été très très bon parce que la tactique de compagnie a été de mettre un joueur dans la zone de Vitinha pour le gêner et on l'a vu beaucoup reculer et ça a été une vraie problématique pour l'organisation du jeu auprès du Paris Saint-Germain au niveau offensif. C'est vrai que Vitinha, c'est peut-être la progression la plus éblouissante parce qu'on se rappelle quand même, vous êtes la mémoire de ce After Paris, c'était il n'y a pas si longtemps quand il arrive au PSG. Il y a eu les petits mots avec Messi, il y a eu ce manque de confiance quand même très visible sur le terrain. Il a très souvent joué, mais c'est vrai qu'il a pris une nouvelle dimension depuis la saison dernière, très clairement, et peut-être dû aussi à son repositionnement sur le terrain. Et à son accompagnement aussi. On s'est souvent demandé pourquoi Marco Verratti ne devenait pas l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain au monde, parce qu'à un moment, il avait à côté de lui Verratti et Matuidi, et qu'après... Matuidi Mota, pardon, et qu'après, il y a eu des années très compliquées au milieu de terrain. Vitinha, il est aussi plus influent et plus éclatant, je trouve, depuis qu'on a trouvé ce trio-là. Et oui, effectivement, il est... alors, je ne sais pas si on voit le prime de Vitinha, il n'a que 25 ans, mais c'est l'assurance tout risque en ce moment. Vitinha, il est bon, éblouissant, et même lorsque le PSG est moins bon, lui reste bon. J'en prends pour preuve le match à Marseille. Prochain match, ça sera contre Tottenham, et il a peut-être aussi une petite revanche à prendre par rapport aux Anglais, parce que quand il est à Wolverhampton, vraiment, les gens ne comprennent pas pourquoi il est là. Et donc, il y avait quelques doutes quand même avant qu'il devienne l'homme de base, comme le dit Vincent. C'est vrai qu'on aime bien João Neves, mais s'il y a un homme de base pour un métronome dans cette équipe, c'est certainement Vitinha. Oui, non, mais clairement. Mais surtout aussi, si tu compares à ses débuts, évidemment, quand tu as Messi, Neymar, Mbappé devant, tu vas être moins influent, tu vas avoir moins d'occasions, d'opportunités de te projeter vers le but, etc. Tu avais un travail d'équilibre à faire. Et puis Luis Enrique, il a changé le joueur. Faut dire ce qui est. Vitinha avant Luis Enrique, Vitinha après Luis Enrique, c'est plus le même. Et non, rien à dire. Oui, c'est le métronome. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais parmi les trois, voilà, si on revient, moi, je parle de mon. Alors on va en parler. Il y en a un qui est plus jeune que les autres quand même. João Neves, il vient d'avoir 21 ans. Donc imagine la marge de progression qu'il peut encore avoir João Neves. Vitinha, troisième du Ballon d'Or forcément. En octobre dernier, Luis Enrique ne pouvait que constater que c'était un des meilleurs milieux du monde. Écoutez. J'ai fait le même travail avec Vitinha que le reste des joueurs. Et c'est normal parler plus de les joueurs comme Vitinha, que c'est pour moi un des deux meilleurs milieux du terrain du monde. Et je suis sûr que c'est joli de voir son niveau. Et je pense qu'il peut améliorer encore. Il est très important pour nous parce que c'est un joueur différentiel. Et en ce sens-là, je peux dire que je suis très content quand tu vois l'évolution positive de notre joueur.
Voilà, il a beaucoup travaillé avec Vitinha, comme avec d'autres joueurs, il le dit, un des 2 meilleurs milieux de terrain du monde. Je serais curieux de savoir qui est le deuxième dans son esprit. Tu penses à qui? Moi, j'ai pensé à Pedri tout de suite. J'ai pensé à Pedri tout de suite. Parce qu'on imagine un peu... Pas besoin de Pedri, on a déjà ce qu'il faut. Ça peut être Neves ou Ruiz, on peut penser aux 2 autres dont on va parler, bien sûr, avec Vincent. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Tu l'as dit, le plus important, c'est sans doute Vitinha, mais toi, dans le style, est-ce qu'il y en a un qui se rapproche le plus de toi, du Vincent Guérin joueur? S'il y en a un qui te fait penser un peu à toi? Non, parce que chacun est unique. Donc, non, après, non, je pense que chacun ont leur format, entre guillemets, et je ressemble à aucun des 3, et les 3 ne ressemblent pas non plus. Enfin, on a tous après des qualités, des défauts, certainement, mais on ne se ressemble pas vraiment. Enfin. Parce que l'une de tes qualités, c'était quand même de courir beaucoup sur le terrain, évidemment de récupérer aussi des ballons. Tu étais peut-être moins buteur qu'un Neves, mais ce rôle-là qu'un Neves aujourd'hui... Attention, Neves, c'est nouveau. Buteur, oui, c'est tout récent. Il est peut-être meilleur que toi quand même de la tête, Vincent Neves. Oui, ça c'est sûr. Mais malgré sa petite taille à Joao Neves, mais Neves, c'est celui qui est partout, absolument partout, qui est chargé justement dans ce trio-là de courir peut-être plus que les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On parlait de complémentarité tout à l'heure. Ça court beaucoup, les 3 courent beaucoup. Je sais, j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je suis pas sûr qu'ils courent beaucoup plus que les autres, mais il y a... Non, mais moi, il y a dans son rapport au ballon, il y a quelque chose de différent, moi, je trouve, Joao Neves. Et puis aussi, il a une forme de combativité qui me régale, quoi. Tu sens qu'il s'arrache. C'est pas anodin, les buts qu'il marque de la tête, en fait. Quand tu fais cette taille-là, d'arriver à être décisif de la tête, c'est que vraiment, t'as quelque chose, t'as une espèce de grinta en lui que moi, j'adore. J'adore vraiment. C'est peut-être le plus complet pour moi, Joao Neves. Il y a tout chez ce garçon, et puis semaine après semaine, voilà, il marque de la tête sur coup franc, des frappes de loin. Il y a une maturité qui est folle. À 19 ans, vous savez, il a perdu sa maman. J'avais couvert le match juste après le décès de sa maman, Toulouse-Benfica ou Benfica-Toulouse, et il avait été bluffant sur ce match-là. Il a une force de caractère qui est assez exceptionnelle. Il court partout, il récupère, il est à la construction, il est buteur de toutes les manières possibles, et il n'a que 21 ans. C'est ça qui est bluffant. Moi, j'ai l'impression de revoir un milieu de terrain, voilà, comme on pouvait voir les milieux de terrain anglais, les Lampard, les Gerrard, les Scholes, qui savaient tout faire également. Et je me demande jusqu'où peut aller ce garçon-là. Il n'a que 21 ans. Vincent Guérin qui est avec nous pour cet épisode sur les milieux de terrain. Tu parlais de complémentarité entre les 3, justement, tout à l'heure. Si on en enlève un des 3, ça ne fonctionne pas aussi bien. Alors, on n'a pas encore parlé du 3e, l'Espagnol Fabian Ruiz, mais c'est quoi, si on rentre dans le détail de la complémentarité de ces 3 joueurs? Il y a forcément des qualités et des défauts différents pour ces joueurs qui permettent justement cette osmose. Oui, bien sûr. Après, déjà, ils ont quand même une qualité qui est commune. C'est que ce sont des joueurs quand même très endurants et qui courent beaucoup. Donc, il y a déjà un milieu de terrain qui court. Donc là, c'est important pour à la fois défendre et attaquer, et surtout dans le football d'aujourd'hui où on demande évidemment dans l'utilisation du ballon d'être présent, et puis surtout dans le contre-pressing d'être très réactif. Donc ces joueurs-là sont comme à l'époque et comme demain, c'est toujours le poumon de l'équipe, c'est le milieu de terrain. Et ces 3 joueurs-là, ils font un travail remarquable à la fois défensivement et offensivement. Après, ils ont leurs caractéristiques très particulières. Vitinha, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus complet, évidemment, parce qu'il est capable de marquer de loin, de frapper des 20-25 mètres, de donner des ballons, d'être un petit peu le chef d'orchestre au niveau du jeu offensif. Neves, c'est un joueur avec un profil vraiment très intéressant et très jeune et qui marque des buts. Et ce qui est assez impressionnant, c'est sur le jeu de tête, parce qu'effectivement, il est tout petit, mais il est toujours bien placé. Donc, lui, il fait vraiment un travail de fourmi incroyable. Et puis, Fabian Ruiz, c'est un peu le joueur qui stabilise un petit peu les 2 autres en ayant toujours un bon placement, en étant toujours présent pour être proche de ses partenaires pour pouvoir fluidifier le jeu parisien. Et ça, c'est aussi un joueur important, alors qui n'est pas vraiment très voyant quand on regarde les matchs, mais quand on analyse véritablement son jeu, c'est véritablement lui qui fluidifie le jeu parisien, le milieu de terrain. Fabian Ruiz, un peu sous-coté quand même, je me permets, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, et vous l'avez fait dans After Paris la saison dernière. Oui, je vous écoutais sur Fabian Ruiz. Qui était son premier défenseur?
toi. Ah, bien sûr. Bravo. Évidemment. Bravo, Il Jimmy. s'est déchiré dans ce podcast. Eh oui, Je crois que complètement, c'est le défenseur complètement. de Fabien Ruiz. Oui, parce que c'est du jeu. En fait, c'est marrant à dire, mais il y a voir un match de Fabien Ruiz au stade et voir un match de Fabien Ruiz à la télé, c'est pas du tout pareil. Parce que quand tu es au stade, en fait, tu peux voir tout le travail sans ballon, les compensations qu'il peut faire, etc. Les projections aussi. Les projections et parfois même le fait de venir en troisième centrale pour la relance aussi. Il a un coffre énorme. Vincent le disait il y a quelques instants. Et évidemment, il est très très précieux. Et en fait, c'est quand il est pas là que tu te rends compte d'à quel point il est important. Vincent et Jimmy ont tout dit. Et moi, j'ai surtout en tête et en souvenir la double confrontation contre Arsenal, demi-finale de Ligue des Champions, où il avait été fondamental dans ses compensations face à un milieu de terrain très fort, Rice, Odegaard. Voilà, sur ce match-là, j'ai pas attendu ce match-là pour me dire à quel point il était important, mais là je me suis dit ok, Fabien Ruiz, c'est vraiment le troisième dans ce trio-là, celui qui fait les compensations, qui joue le rôle de régulateur. Voilà, en plus sur ce match-là, il a mis un petit but. Oui, voilà, non mais je parlais même pas du but, c'est vraiment son rôle. En bonus, il avait mis un petit truc assez sympa. Quand même, il marque des beaux buts lui aussi. Il avait mis son Vincent Guérin 95 sur ce match-là, Fabien Ruiz. Voilà pour ce trio du Paris Saint-Germain là. Évidemment, on se pose la question, c'est le thème du podcast. Est-ce que c'est le meilleur trio de l'histoire du PSG? On en parle tout de suite dans la deuxième partie avec Vincent Guérin. Deuxième partie d'After Paris sur le milieu du Paris Saint-Germain avec Vincent Guérin qui est notre invité pour cet épisode spécial sur les milieux de terrain, Jimmy Brault bien sûr et Julien Taxis. Vous allez devoir vous mouiller un petit peu messieurs, mais on va quand même expertiser un peu ces milieux de terrain dans l'histoire. On est d'accord si on dit que ça joue entre ce milieu de terrain, vainqueur de la Ligue des Champions dont on vient de parler, Vitinha, Ruiz, Neves, et le milieu de terrain, version Laurent Blanc, Thiago Motta, Matuidi, Verratti, pour le meilleur milieu de terrain de l'histoire, on est d'accord? Ouais, après, moi j'ai quand même envie de mettre le trio des années 90. Voilà, il y a celui de Vincent Guérin qui est toujours avec nous, Vincent. Vincent, celui des années 90. Alors, on a regardé, d'ailleurs, avec Julien, pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient jouer milieu de terrain. Nous, on a retenu celui avec Valdo et Paul Le Guen, mais on a vu aussi que Daniel Bravo, qui était avant un attaquant, jouait en numéro 6. Il avait été repositionné numéro 6. Bien sûr, Louis avait fait ça avant Luis Enrique. Des belles heures du PSG. Et Lolo Fournier était le Hakimi des années 90. Voilà. Parce que latéral droit, parfois, au milieu de terrain. Comment vous faisiez, vous, au milieu de terrain? Quelles étaient les consignes et quelle était votre force, justement, à l'époque? Je dirais que c'est un peu des similitudes avec ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. On avait quand même des joueurs déjà avec un volume de jeu qui était quand même important, que ce soit avec Paul, après Laurent, Daniel, Valdo. On était interchangeables aussi. Donc, quelles que soient les positions, on pouvait se retrouver en numéro 10 comme en numéro 6. Ça nous est arrivé et on prenait les positions. Voilà, et on avait cette complémentarité très forte sur le terrain. Et je me rappelle, je crois que c'est la première année ou la deuxième année, on s'était régalé. On avait pris un pied pas possible au milieu de terrain parce que il y avait cette complémentarité et techniquement on était armés, donc on prenait beaucoup de plaisir. Et puis on avait des attaquants qui étaient aussi assez costauds, donc c'est aussi plus facile de pouvoir varier un petit peu les combinaisons de jeu, que ce soit dans le jeu court, dans le jeu long, dans le jeu de passe. Enfin bon, il y avait vraiment des combinaisons très intéressantes et beaucoup de variétés, donc très plaisant. Ouais. C'était quoi le meilleur milieu de terrain pour toi à l'époque, sans te fâcher avec les autres qui nous écoutent sans doute, mais avec qui tu préférais jouer, avec qui c'était plus facile, vous trouviez les yeux fermés? Où on a pris vraiment beaucoup de plaisir, c'est quand la première année ou la deuxième année, Paul Le Guen était en 6, Laurent Fournier à droite, moi à gauche et Valdo en 10. D'accord. On jouait en losange comme ça et c'était très plaisant. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à jouer quand Daniel Bravo était vraiment un numéro 6 devant la défense, et moi j'avais une liberté, j'étais un peu le deuxième milieu de terrain, l'accompagnant sur l'aspect récupération, mais j'avais une liberté de pouvoir aussi aller vers l'avant, et ça m'avait laissé en tout cas moi beaucoup plus de liberté offensive, et j'avais beaucoup aimé cette position. Et puis j'étais accompagné à l'époque de Rai. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Je sais plus, peut-être Leonardo aussi a joué un peu un moment, mais je crois qu'il y avait un autre milieu de terrain, mais il y en a qui m'échappe. Oui, c'est vrai que bon. Il y a eu Valdo à ce moment-là aussi. Valdo, quand vous êtes à 3, même avec Daniel Bravo aussi. Valdo, il est pareil, pas élevé à sa juste valeur. C'était un joueur exceptionnel. Ouais.
Valdo, qui était à la fois 8, 10, capable de marquer des buts, on s'en souvient. Joueur très technique, bien sûr. Donc c'est vrai que ce milieu de terrain-là, pour les plus jeunes qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça leur dit pas grand-chose, mais c'était très fort à l'époque. Et il y avait cette... De toute façon, les résultats parlent. Quand tu enchaînes 5 demi-finales européennes, c'est que voilà, tu fais partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu fais partie des meilleures équipes du monde et de fait des meilleurs milieux de terrain aussi, quoi. Et c'est intéressant d'entendre Vincent sur la liberté qu'il pouvait avoir, les permutations, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on parlait d'un PSG parfois un petit peu défensif, un petit peu rigoureux, avec Arthur Georges qui avait cette image-là. Mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y avait aussi cette liberté-là, ces permutations, qu'il y avait déjà un petit football des années 2000 au PSG dans les années 90. Oui, ben justement, pour rebondir sur ce que dit Julien, Vincent, il y avait cette liberté, mais en termes de consignes, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on te demandait? Quel était ton rôle exact? Tu étais relayeur, mais qu'est-ce qu'on te demandait? On te laissait vraiment toute la liberté ou il y avait quand même une consigne stricte? Non, mais on avait souvent le ballon, donc c'était de pouvoir quand même offensivement aller de l'avant, mais d'avoir cette liberté. Après, il y a des consignes particulières, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ouais. Là, à l'heure qu'il est, mais on avait souvent la maîtrise du jeu, donc on était souvent dominateur et c'était d'aller vers l'avant et d'apporter quand même un certain équilibre aussi dès la perte du ballon, parce qu'on avait des attaquants qui à l'époque n'étaient pas dans le... C'est venu un petit peu après, mais pas très longtemps après, sur le fait de presser un petit peu l'adversaire, les défenseurs, de se replacer. Et ça, c'était pas cause gagnée au tout début, quand je suis arrivé au club. Mais ça s'est fait assez rapidement dans le temps sur le travail des attaquants, sur le replacement et sur le pressing sur la défense adverse. Et surtout, nous, en tant que milieu de terrain, ce qu'on demandait aux attaquants, c'était de se replacer dans un premier temps avant d'aller presser après les défenseurs. Mais comme j'ai dit, ça, c'est un travail qui s'est fait dans le temps. Oui, exactement. Tu vois, c'est toujours le même les souci. Mêmes débats. On regarde les débats qu'on a eu il y a 3-4 ans quand tu avais le trio de stars devant qui ne revenait pas assez défendre, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de secret. Le foot a changé, mais il y a des recettes qui restent. Il faut des patrons gagner au milieu de terrain comme Vincent pour dire allez hop, maintenant tu fais l'effort défensif s'il te plaît. Ou au moins tu fais semblant, c'est ça. Le trio dont on va parler aussi maintenant, c'est forcément celui aussi qui est resté dans l'histoire du PSG, qui était ultra complémentaire, mais il y a sans doute des différences avec le trio actuel. Mota, Verratti, Matuidi, c'est pas la même chose que Neves, Vitinha, Ruiz. On est d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de mobilité, même si la complémentarité était extrêmement forte. Je sais pas ce que vous en pensez. Disons qu'ils étaient moins interchangeables, je pense. C'est-à-dire que Mota, c'était vraiment la fameuse sentinelle. Combien de fois on a entendu ce mot au moment où il a fallu le remplacer, notamment son terrain, devant la défense, le rond-point central. Ouais, mais c'est peut-être le meilleur du monde dans ce registre-là. C'est-à-dire cette capacité à récupérer le ballon, à nettoyer, à organiser, et avoir à faire la première cette expérience que peu de joueurs ont. C'est le joueur que tu détestes quand il n'est pas dans ton équipe, mais qui est indispensable quand il est. Exactement. Quand il est là. Moi, Mota m'impressionnait énormément dans sa capacité à être le vrai nettoyeur. Matuidi, lui, pouvait se projeter, même s'il était peut-être moins à l'aise techniquement que l'ensemble des joueurs dont on est en train de parler là, les 3 milieux de terrain d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas faire un joueur à Blaise Matuidi de dire qu'il est peut-être un peu moins à l'aise techniquement qu'eux, mais il avait une telle énergie aussi et une capacité à se projeter athlétiquement. Il était très fort. Puis Verratti, Verratti, c'est Joker. Moi, j'aime tellement Verratti que voilà, je vais pas en parler. Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'aurais tellement aimé voir Verratti dans le milieu d'aujourd'hui. Verratti au top de sa forme dans le milieu d'aujourd'hui. Ça aurait été tellement un régal. Parfait. Mais bon. On refait pas l'histoire. Si on se dit que le milieu actuel a gagné la Ligue des Champions, le débat il est terminé, mais il faut aller un petit peu plus loin que ça. Oui, c'est trop court de dire ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce milieu-là, on a l'impression que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. Alors attention, il y avait du Busquets, Iniesta, Xavi, du Casemiro, Kroos, Modric à l'époque, donc il y avait une concurrence très forte. Mais moi, j'ai la sensation, quand bien même tu avais du Cavani, Ibrahimovic, c'était qui le troisième à l'époque? Lucas, parfois, Lucas devant. Ouais. C'était vraiment le cœur du réacteur à l'époque. Ce milieu-là, avec des rôles effectivement et des profils très différents, peut-être un petit peu plus des rôles déterminés à l'avance, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et je rajouterais juste qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, bien évidemment, est très dominant. Il y a la possession aussi pour ce Paris Saint-Germain, celui de Luis Enrique, mais il y a énormément d'apports au milieu de terrain. Les trois dont on parle, Mota, Verratti, Matuidi, n'avaient pas des latéraux qui rentraient comme ça dans le cœur du jeu, n'avaient pas un Ousmane Dembélé qui venait faire le joueur en plus parfois au milieu de terrain. Ce que je veux dire, c'est que ce
milieu-là, à l'époque, était, voilà, pour moi, le cœur du réacteur, avec peut-être un petit peu moins d'aide alternative des autres joueurs. Et moins de réussite aussi devant le but, moins de tentatives quand même, parce que ce ne sont pas les 3 profils de buteurs. Matuidi marquait ses buts de temps en temps. Parce qu'il vampirisait beaucoup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mota ne se projetait pas, contrairement à ce qu'on a pu dire depuis le début de l'épisode sur les 3 d'aujourd'hui. Parce que c'était pas les mêmes profils d'attaquants aussi. T'avais Cavani et Ibra qui étaient 2 véritables buteurs. T'as pas ces profils-là dans le PSG d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et je vous invite à écouter le passionnant podcast interview de Leonardo qu'on a fait cette semaine dans l'After, où Léo dit parce que c'est ce que disait Julien, c'est trop court de dire oui, il y en a un qui a gagné la Ligue des Champions et l'autre non. Rien ne dit que cette équipe-là aurait gagné la Ligue des Champions en 2013, à l'époque où le PSG se fait sortir sur 2 matchs nuls contre le Barça, et rien ne dit à l'inverse que ce milieu de terrain-là de l'époque aurait pas pu gagner la version 2025 de la Ligue des Champions. Ils étaient c'était du très haut niveau. Alors, ce trio-là. Celui qui va trancher, c'est évidemment Vincent Guérin, de son œil d'expert. On a besoin justement de départager, même si on n'aime pas, bien sûr, comme ça comparer les époques, mais là, ce sont quand même 2 époques assez proches. 2 milieux de terrain très dominants au PSG, on l'a dit. Est-ce que tu as une petite préférence, toi ? Est-ce que tu préfères le trio énervé, comme je disais tout à l'heure, ou ce trio, on va l'appeler MVT, voilà. Matuidi, Verratti, Thiago Motta. Je vais vous décevoir parce que pour moi, j'ai pas de préférence parce que vous avez affaire quand même à des joueurs d'exception au milieu de terrain, que ce soit aujourd'hui les Neves, Vitinha et Ruiz, qui ont encore du chemin à faire évidemment parce que leurs carrières sont pas terminées aussi. Ce sera plus facile peut-être de tirer aussi un enseignement à la fin de leur carrière. Et puis Verratti, Matuidi et Motta, ils faisaient partie, de toute manière, ces brochettes-là font partie des meilleurs milieux de terrain mondiaux aujourd'hui en club. Il y a pas photo. Et après, ils ont pareil des spécificités un petit peu différentes parce que Motta, Verratti et Matuidi étaient peut-être un peu moins mouvants que le triplé aujourd'hui, Vitinha, Neves, Ruiz, qui bouge un peu partout sur tout le terrain. C'est peut-être un peu moins le cas sur la triplette Motta, Verratti, Matuidi. Même si Matuidi était un joueur qui se projetait davantage vers l'avant, mais ça s'est fait au fil du temps. Quand il est arrivé au club, je pense qu'il n'avait pas du tout les mêmes qualités que quand il a terminé son passage au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a énormément progressé. Au départ, on disait que c'était un 6 et rien d'autre. Et puis on s'est aperçu au fil du temps qu'en fin de compte, c'était un joueur qui était capable de se projeter, de marquer des buts, de faire marquer des buts. Il a été aussi champion du monde avec l'équipe de France. Et il a fini les gauches en équipe de France. On joue en milieu gauche, c'est ça, t'es champion. Il finit champion du monde en jouant en milieu gauche. Ouais, complètement. Voilà. Vincent, j'aimerais juste entendre sur Verratti, un mot de Vincent sur Verratti quand même, ce que tu penses de lui, de sa carrière au PSG. Est-ce que tu as comme beaucoup, il y en a qui ont ce regret, qui disent qu'il aurait pu faire plus. Il aurait pu faire plus. Oui, bien sûr, on peut toujours faire plus. On peut toujours dire que le joueur peut faire plus. Après, ce qu'on lui a toujours reproché, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ça n'a pas été un joueur non plus qui a été spécialement décisif, c'est-à-dire qui a marqué beaucoup de buts, qui a donné beaucoup de passes décisives. C'était un joueur qui était capable effectivement d'éliminer des joueurs dans des petits espaces, de prendre des risques inconsidérés dans des zones de jeu incroyables et qui réussissait toujours. Donc c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher, effectivement, d'être dans la zone de vérité offensive plus performant, parce que c'est ce qui lui a manqué certainement pour peut-être franchir encore un cap plus fort. Mais bon, c'est dans ce qu'il faisait, c'était le joueur number one sur l'utilisation du ballon dans les petits périmètres. Et voilà, dans le jeu de passe, tu as ta réponse, Jimmy. En tout cas, là, on voulait comparer du caviar avec du caviar. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément compliqué de remonter, c'est un peu nostalgique. C'est bien. Vincent, on va te remercier 1000 fois d'être passé dans After Paris. Merci, tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Donc tu n'hésites pas pour venir commenter le PSG qui reste ton club de cœur. On est bien d'accord, Vincent. Tu suis très près les performances du club. Hein? On n'est pas né à la clinique du Parc des Princes, mais puis en gommant tout ça, c'est pas possible. Exactement. Donc tu es un membre à vie de After Paris. Voilà, comme ça, c'est fait. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Vincent. À très bientôt. Salut, Vincent. De vous. Au plaisir. Jimmy et Julien, on revient la semaine prochaine, évidemment. On sera au lendemain du match contre Tottenham, donc on fera un débrief et on reparlera sans doute
des 3 dont on a parlé aujourd'hui, les 3 du milieu de terrain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce prochain épisode, à liker, à commenter, comme vous le faites si bien d'habitude. Merci à tous, à très bientôt. RMC After Paris.